Quelques informations sur l'AJD. Alors certains d'entre vous connaissent bien cette association, d'autres peut-être un petit peu moins. C'est important aussi pour nous de vous dire où on en est dans nos projets, un peu l'état aussi financier de notre structure, puisque vous en êtes les acteurs principaux. Et puis on a la chance ensuite d'accueillir Jérôme Place, donc, qui vient de Montpellier, qui est très impliqué dans la boucle fermée, les systèmes d'automatisation d'administration de l'insuline, et qui fera une petite revue de où on en est, des perspectives, avec Charline Boissy, médecin coordinatrice de nos séjours, qui fera un petit zoom sur ce qu'on a pu vivre en séjour AJD cet été par rapport à ces systèmes. Il y a un petit changement de programme. Hélas, on avait prévu un spectacle de Victorine qui est au fond de son lit. Donc ce spectacle s'est annulé, mais ça nous laissera plus de temps avant la pause pour échanger, que vous puissiez poser toutes vos questions à Jérôme Place sur ses perspectives et vos besoins et les attendus vis-à-vis de ces nouveaux systèmes. Et puis on reprendra après la pause sur des enquêtes qu'on a mis en place à la JD avec des partenaires, et dernière partie de la journée sur les jeunes adultes. Alors, on y va. Petit rappel, alors on a Jean-Pierre Rivlin. Jean-Pierre Rivlin a parlé de co-construction ce matin dans le projet SFDT1. C'est la base de l'organisation de la JD. Effectivement, il a fallu attendre les années 2000 pour que ça soit inscrit dans la loi, mais la place des patients dans nos organisations, dans les choix, les stratégies, elle est intégrée à la JD depuis sa naissance en 1956, et j'aime bien rappeler notre organisation avec l'Assemblée générale, et ce sont bien les adhérents de l'association, qui peuvent être professionnels de santé ou parents ou patients, qui sont en haut de la pyramide de notre association, avec un conseil d'administration et son bureau, et 3 conseils. Bientôt à 4e, on en parlera tout à l'heure, un conseil éducatif et médical, un conseil des familles et un conseil scientifique. Ces 3 conseils vont faire le lien entre les acteurs de terrain, les services hospitaliers, les équipes pluridisciplinaires, les familles, les associations de familles sur le territoire. Et tous ces éléments, les besoins, entre autres les attentes, vont remonter via les conseils vers le conseil d'administration pour prendre des décisions, et ça va redescendre ensuite vers le siège, donc à Paris, pour essayer de mettre en musique cette stratégie et répondre aux besoins des uns et des autres et aux contraintes de chacun. Cette association, elle a son organisation également, c'est une philosophie qui est basée sur des valeurs d'humanisme, de reconnaissance des compétences des patients. On a beaucoup parlé de compétences ce matin, et ça fait vraiment partie de notre façon de voir les choses, et de respect de la liberté du patient, aussi évoqué par Nadine ce matin. Et entre autres, l'éducation thérapeutique du patient, elle permet de mettre en œuvre ces valeurs. Alors à la JD, l'éducation thérapeutique, elle se fait sous différentes formes, au travers d'outils mis à disposition pour permettre cette ETP, mais aussi en séjour AJD. Ces établissements de santé SSR pédiatriques temporaires, qu'on appelle parfois les colos, mais qui sont bien des établissements de santé. Et je voulais juste rappeler donc l'accueil de ces 1200 jeunes chaque année, qui correspond à 20 000 journées d'hospitalisation, et avec des temps, c'est un espace à côté, évidemment, en complémentarité de ce qui se passe et de tout le travail qui est fait dans les services hospitaliers. C'est complémentaire, ça permet, c'est un environnement qui permet d'avoir des échanges, des groupes d'enfants du même âge qui vont pouvoir apprendre ensemble et raconter leur vécu et leurs expériences. Cet été 2022, on a eu quelques surprises politiques sur nos séjours, avec une visite du préfet. On a un centre à Gouville-sur-Mer dont on est propriétaire. La visite d'Agnès Firmin-Lebaudot, avec laquelle on avait déjà travaillé sur différents projets. Entre autres, elle est pas mal impliquée sur diabète et métiers. Et également, on l'avait rencontrée dans le cadre du projet École.
et puis la visite du ministre de la Santé, Philippe Braun, à Pralognan, sur un de nos séjours où les jeunes... François, pourquoi j'ai dit Philippe? Bon, désolé, François. Braun, où les enfants ont pu exprimer vraiment en face au ministre leurs besoins en tant que jeunes ayant un diabète de type 1. Alors, c'est des petites pierres qu'on pose. Derrière, il y a la mise en œuvre de ces demandes, de ces revendications, quelque part, qui sont longues à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est des pierres que l'on pose et qu'on essaye de suivre le plus près possible. Quelques chiffres sur l'été 2022, 956 jeunes qui ont participé à un séjour, 35 annulations. On a eu aussi encore un petit peu de Covid qui nous a un peu perturbé notre organisation, beaucoup moins que l'année précédente. Et puis, hélas, des dossiers qui ne sont pas affectés. On a de plus en plus de demandes avec, hélas, une difficulté à augmenter notre activité pour différentes raisons. On l'a évoqué là aussi ce matin, ce n'est pas une priorité des pouvoirs publics d'augmenter les activités des soins de suite et de réadaptation parce qu'il y a des financements qui vont avec, et puis il y a aussi une histoire d'organisation et qu'au niveau du siège, en termes de ressources humaines, on est un peu à saturation. Il faudra augmenter de façon vraiment considérable pour réussir à organiser. Donc, on a quelques pistes et en tout cas, on continue à solliciter les pouvoirs publics et les différentes agences régionales de santé pour essayer d'augmenter notre activité. Et puis, pour accueillir tous ces jeunes, on a besoin d'adultes et c'est 369 contrats qui ont été signés sur l'été 2022 avec à peu près 50% dans le monde de l'animation, il y a tout un volet de colonies de vacances, d'accueil collectif de mineurs, et puis une autre moitié de soignants pour l'accompagnement des soins de l'éducation thérapeutique. Et on a la chance d'avoir des fidèles, donc à peu près la moitié, qui reviennent régulièrement pour apporter leur expertise aussi et du temps pour ces jeunes. Les premières évaluations, alors l'année n'est pas terminée, ce sont des résultats préliminaires. Globalement, la majorité, c'est dans les hôpitaux. Je connais pas beaucoup d'hôpitaux qui ont des résultats, et c'est des évaluations qui sont requises dans tous les services hospitaliers. Pas beaucoup d'hôpitaux qui ont de tels résultats. On a plus de 98% des jeunes qui disent qu'on s'est bien occupé d'eux. 96% qui disent qu'on s'est bien occupé de leur diabète, 96% seraient OK pour refaire un séjour. Et ce qui ressort vraiment, c'est la notion d'autonomie, de confiance en soi, d'écoute et les rencontres. C'est les fameuses compétences d'adaptation, tous grandir avec, vivre avec la maladie. Alors, il y a des aspects techniques, évidemment, plutôt chez les jeunes, les enfants qui sont plus jeunes, et vous avez ceux qui ont participé chez les petits, l'apprentissage de la première injection, l'apprentissage d'une nouvelle zone, etc., un peu plus sur le comptage des glucides et autres, et le fait d'être entre eux, ça motive aussi et ça donne un élan à ces apprentissages, mais il y a à côté de ça tout le volet donc du vivre avec. Et puis sur les cadres, il y a aussi du fait, je vous l'ai montré, une fidélisation parce qu'on a aussi beaucoup de réunions, beaucoup de formations, beaucoup de remises en question chaque année sur les pédagogies, la façon d'aborder les choses et l'éducation thérapeutique. Et des séjours à Toussaint, j'ai vu quelques familles qui se retrouvent aujourd'hui et qui étaient sur les séjours avec cette particularité de séjours parents-enfants. Des enfants seuls aussi sur une période plus courte puisque c'est des séjours de 9 jours et pour les familles pour lesquelles c'est la première séparation, c'est parfois plus facile qu'un séjour d'été. Donc des séjours là qui étaient bien remplis parce que beaucoup de demandes aussi sur ces petits séjours. Et puis une particularité, on a également un centre sur l'île de la Réunion. On avait un espace à Sillaos un site qui a été fermé. On n'a pas pu faire d'activité en juillet et août. Et la particularité aussi de ce centre, c'est du fait de l'incidence du diabète, c'est qu'on accueille des enfants avec un diabète de type 1, un diabète de type 2, et il y a tout un volet autour de la nutrition, surpoids et obésité. Une autre activité auquel on tient aussi, c'est tout ce qui est en lien avec les soignants et les familles, le travailler avec et pour.
entre autres l'organisation d'un séminaire des associations de famille qui aura lieu le week-end prochain, et donc qui est un séminaire annuel où la porte d'entrée c'est plutôt donc les représentants, les parents bénévoles des associations de famille, mais dans lequel depuis quelques années maintenant on fait intervenir aussi les pédiatres, les équipes. L'idée c'est vraiment de se mettre autour de la table et d'échanger, de travailler ensemble sur les orientations ou les besoins. Et les pédiatres évoquent que c'est un temps extrêmement riche parce que c'est un contexte différent de l'hôpital, un contexte différent des consultations et qu'ils apprennent beaucoup de ces échanges dans ce type de rencontres, avec une place aussi donnée, mais Yacine vous en parlera tout à l'heure, aux jeunes adultes qui sont également intégrés dans ces discussions. C'est aussi, on essaye, alors on fait cette réunion annuelle à Paris parce que c'est aussi plus simple pour nous en termes d'organisation et qu'il y a une population importante, mais on essaye d'avoir ce modèle de réunion dans différentes régions. Et en 2022, on est allé au Mans et à Nice. Et là aussi, c'est un travail avec le service hospitalier, l'association de familles locales, et on essaye de monter un projet en fonction des spécificités ou des besoins sur le territoire. Les commissions pédagogiques, alors je vous ai dit le séminaire, on a plutôt la porte d'entrée association de famille, les parents et puis les soignants qui vont se joindre à nous. Là, les commissions pédagogiques, historiquement, c'était plutôt une demande des professionnels de santé avec un besoin d'échange de pratiques, de mise en accord sur les modalités de traitement sur le territoire. Notre objectif étant que, quel que soit le lieu où on est pris en charge, il y a une prise en charge plus optimale possible. Et dans ce contexte-là, dans ces commissions, les parents sont également invités et sont présents, ainsi que des jeunes adultes, des T1, pour travailler, là encore, à la vie avec, en partant des recommandations, des évolutions de traitement et la parole du parent ou des patients qui vont orienter la façon de faire, les recommandations, les protocoles. Et puis, en dernière intention, il y a la conception de dossiers pédagogiques que vous connaissez, avec dans plein de thématiques différentes, très techniques, dont la boucle fermée, par exemple, mais aussi sur des sujets de la vie au quotidien. Donc vraiment, cette collaboration où les parents savent dire « Non, mais ce mot-là, il est trop compliqué, on ne peut pas accepter. Ça, vous demandez, c'est vos recommandations médicales, mais dans la vraie vie, on ne peut pas l'appliquer. » Et ces échanges qui permettent d'avoir des documents les plus accessibles possibles et pour une mise en pratique au quotidien. Ça a toujours été, mais depuis 2 ans, il y a eu une augmentation de cette activité de formation pour les soignants. Vous savez qu'il y a un turnover important dans les services hospitaliers, beaucoup d'évolutions des technologies qui nécessitent de faire monter en compétence les équipes hospitalières, et l'AJD est organisme de formation. Et ces 2 dernières années, il y a eu vraiment une évolution importante sur la prise en charge du diabète de type 1. Alors c'est l'insulinothérapie fonctionnelle, les pompes, les capteurs, les spécificités de l'adolescent. Et 2020, en 2022, des formations à Paris et dans d'autres villes, coordonnées entre autres par Jacques Beltran, que vous avez vu tout à l'heure, sur la mise en place des boucles semi-fermées. Pour justement préparer les équipes à l'accès à ces nouvelles technologies. Au niveau du siège, en lien aussi avec les besoins qui remontaient des familles ou des associations de familles, il y a eu une réorganisation avec un renforcement de l'accompagnement des familles depuis le siège sur des psychosociales. Donc Nadine, vous la connaissez bien maintenant, elle intervient régulièrement, qui peut vous accompagner sur des problématiques psychologiques avec des consultations qui se font le plus souvent par téléphone pour les parents ou pour les enfants. Elle intervient aussi dans le cadre des séjours, puisque c'est aussi l'occasion pour certains jeunes d'exprimer, alors qu'ils n'avaient peut-être pas eu l'occasion de le faire, un mal-être ou une difficulté, et ça permet, nous, de faire le lien avec Nadine, puis de retourner vers les services hospitaliers ou les parents. Et puis tout un travail de médiation, même si les choses s'arrangent, même si il y a des travaux et des projets d'un point de vue plus réglementaire de la loi, il y a encore une situation
de situations discriminantes. Et donc, on a avec Christine Versailles tout un volet de médiation. Donc, vous pouvez solliciter la JD parce qu'à un moment donné, vous rencontrez une difficulté. Et dans la majorité des cas, le fait d'avoir une personne extérieure, un regard extérieur, permet d'aboutir à, on va dire, un consensus et à lever certaines barrières. Et puis le domaine de la recherche, où la JD est impliquée à différents niveaux, entre autres via son conseil scientifique et via le financement, à partir des dons que l'on reçoit, le financement de projets de recherche institutionnels sur le fondamental et sur des aspects technologiques, psychologiques. Et donc ce conseil scientifique, là encore, il est composé presque essentiellement de médecins ou de chercheurs, mais il intègre depuis quelque temps un parent qui est dans la salle, Marc, pour justement aussi aider le conseil scientifique à faire des choix et des orientations avec ce regard de parents. La recherche est aussi en interne. Donc ça a été évoqué ce matin, un observatoire de l'acidocétose où 160 services. Alors c'est sur la bonne volonté des services de pédiatrie, mais on est quand même plutôt bien représentés. Et l'objectif initial de ce projet en 2009, c'était d'évaluer l'acidocétose au diagnostic et les conditions d'accès pour derrière mettre en œuvre des actions de communication et de réduire l'acidocétose et faciliter le diagnostic. Et un diagnostic plus précoce, il est extrêmement important pour la santé des enfants. Et il va potentiellement le devenir de plus en plus quand on voit les possibilités. Et plus on aura fait un diagnostic tôt, plus il restera des peptides C, une sécrétion d'insuline. Et on a vu ce matin, ça a été échangé, qu'il y avait tout intérêt à garder le plus longtemps possible un certain nombre de cellules bêta et de sécrétion d'insuline. Et puis, c'est aussi des enquêtes qui vont alimenter, et vous y répondez régulièrement, je vous ferai quelques retours, c'est un petit peu plus tard dans la journée, sur des enquêtes qui vont enrichir des recommandations aussi des professionnels de santé, et puis l'accompagnement de thèse et de mémoire. Vous avez vu le travail de Gaëlle Vermillac ce matin, et puis sur d'autres thématiques en lien avec la prise en charge du diabète de type 1. Un exemple parce qu'on disait on n'a pas de registre, mais on a au travers des séjours de la JD, on a une base de données. Alors, ce n'est pas la base de données de la sécurité sociale, mais c'est la base de données de la JD. On a quand même des patients assez représentatifs de la population générale en termes d'âge et de milieux socio-culturels. Et donc, cette base de données nous permet quand même d'alimenter et d'avoir des photographies et des évolutions. Et un exemple de travail qu'on fait régulièrement. On n'a pas les données 2022 parce que notre base de données, elle n'est pas finalisée, où on regarde depuis 2014 et même avant l'évolution des différents schémas de traitement de l'utilisation des technologies. Et vous pouvez voir, entre autres, l'augmentation de l'utilisation des pompes à insuline qui on a longtemps stagné en dessous de 50 et là qui a dépassé, on arrive à 70%. Donc, c'est des outils que l'on partage avec les pédiatres et la communauté pour alimenter les décisions. Quelques éléments économiques et financiers de notre association. Alors, on a quelque chose d'assez stable. Donc, vous pouvez observer qu'on a, en termes de produits d'exploitation et de charges d'exploitation, on est à près de 4 millions, avec 75% des produits d'exploitation qui viennent des agences régionales de santé dans le cadre des SSR, avec une année 2021, alors moins 5 000 euros, c'est un déficit, mais c'est un équilibre, en fait, par rapport aux 4 millions d'euros de produits. On avait une année 2020 et le Covid, en fait, a induit une diminution de notre activité, même si on a fait quand même beaucoup. Mais les ARS ont poursuivi leur financement, ce qui nous a permis d'avoir un bénéfice. Mais bon, une situation pour la JD qui est... voilà, on continue. On a toujours besoin d'aller chercher de nouvelles ressources financières, de nouveaux produits, mais qui est assez saine. Et elle est aussi visualisée par cette diaporama où on voit une augmentation de notre bilan entre 2020 et 2021, en espérant que celui de 2022 ira dans le même sens.
Donc une affectation du résultat de 2021. Les comptes de 2022 sont pas validés. Juste pour vous montrer que on a les agences régionales de santé, donc 75%, on l'a dit, de nos produits, avec des différences entre les ARS, et puis, mais ce qui permet quand même de compenser d'autres ARS, avec Pralognan par exemple, où on a un déficit important, mais on continue notre activité, et en moyenne, on a quelque chose d'assez équilibré. Les tendances économiques avec l'évolution des dons et des cotisations. Alors vous voyez, c'est assez variable d'une année sur l'autre. L'année 2021 a été plutôt plus difficile en termes de dons. Donc ça correspond aux dons des familles, donc les dons que vous pouvez faire, que les adhérents font, mais aussi dons de partenaires. On espère que l'année 2022 sera un peu plus importante, parce que c'est quand même toutes ces dons et les cotisations permettent de financer toutes les activités plutôt vie associative, donc les réunions du conseil scientifique, du conseil des familles, le séminaire, les actions de médiation, etc. Donc ces apports sont forcément utiles et nécessaires pour poursuivre ces activités plutôt sur le côté vie associative et sociale. Voilà pour une petite revue rapide et concise de la JD. Donc je vous invite, au-delà de l'aspect financier, vraiment à adhérer à l'association, parce que avoir un nombre d'adhérents, c'est aussi vis-à-vis des pouvoirs publics, des politiques. On est représentant d'une certaine population, et c'est important qu'on puisse afficher le nombre d'adhérents, même si vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, et être actif quand on vous sollicite pour les enquêtes, etc. Le fait de pouvoir annoncer qu'on représente un certain nombre d'adhérents a aussi beaucoup de place. Et je laisse la parole à Marc et Alice sur les actions politiques. Alors, des actions politiques avec les administrations ou avec les politiques eux-mêmes, on a juste limité là au permis de conduire, puisque ça a été acté. Le permis de conduire n'a pas beaucoup évolué, hélas, avec un besoin de passer devant un médecin expert de la préfecture, qui est en fait un médecin qui est pas du tout spécialisé dans les maladies qu'il traite, mais qui va donner son avis et surtout un certificat d'aptitude temporaire à la conduite automobile pour 5 ans maximum. Et toute cette modification-là, très limitée des réglementations sur le permis, a été décidée par le ministère de l'Intérieur. On a été en lien avec les gens qui en discutent. Et c'est très compliqué, parce qu'on voit que même à ce niveau-là, on reste sur des a priori et sur des idées qui sont un petit peu antiques sur ce que c'est qu'un diabète et un risque lié au diabète. Alors, pour l'instant, ça sera comme ça, mais cette réglementation française se base sur une réglementation européenne, un élément qui date de 2006 et qui va bientôt être mis en question au niveau européen. Donc, il va falloir qu'on reparte au combat, mais là sur le niveau européen, pour dire qu'il faut arrêter de délirer avec le risque lié à la conduite automobile quand on a un diabète. Et l'autre partie, c'est d'obtenir qu'au moins cette visite à un médecin soit prise en charge ou remboursée, parce qu'il n'y a aucune raison que les familles aient à payer, les patients eux-mêmes, aient à payer 35 € pour pouvoir aller prendre un avis qui est demandé par la société et pas par eux. Donc ça, on devrait l'obtenir, mais avec, il faut le temps qu'ils dégagent les crédits, mais théoriquement, ça devrait être possible qu'au moins la visite pour voir le médecin agréé par la préfecture puisse être prise en charge. Pour ça, je vais en rediscuter avec les membres du bureau, mais j'ai déjà pris contact avec la FFD. Alors, les relations avec la FFD ne sont pas toujours très simples, mais il y a des éléments où il faut savoir
se mettre ensemble, comme on s'associe à la JD. Je pense que de temps en temps, il faut savoir s'associer avec d'autres pour pouvoir être plus fort. Et donc, je compte bien convaincre les membres du bureau, j'espère, qu'il faut qu'on s'associe dans ce domaine-là à l'AFD, à l'AFD ou la FFD, pour pouvoir être plus efficace dans les actions politiques. Voilà. Et puis autrement, il y a une action en cours. Alors, Alice va dire comment elle m'y a mis, si j'ose dire. Bonjour, voilà, je suis Alice Anoer, donc je suis engagée auprès d'une association de famille Entraide à Paris. Et par ailleurs, je suis aussi soignante à Necker. Du coup, on crée des liens avec les différents soignants et on se rend compte que l'hôpital public, l'hôpital pédiatrique qui prend en charge nos enfants, est en grande difficulté et que finalement, il y a besoin d'agir. Du coup, en étant en lien avec ces collectifs, le collectif Interhôpitaux notamment, j'ai dit à Marc, il faut que la JD s'en mêle, il faut que la JD vienne, il faut qu'on parle du diabète de l'enfant, il faut agir. Et donc, du coup, il y a des actions politiques qui sont en cours. Marc va vous expliquer un petit peu plus précisément. Mais la situation actuelle avec la bronchiolite révèle quand même un état pédiatrique assez délabré, avec, du coup, les enfants qui pâtissent de ça, ce sont les enfants avec maladie chronique, ce qui entraîne des reports de soins, notamment de mise sous pompe à insuline, enfin, bon, différentes choses, avec un accès limité sur tout le territoire. Voilà, donc à partir du moment où ils m'ont proposé, je me suis mis en cheville avec ces collectifs et ces autres associations de patients, et on a participé à une action déterminée qui est de mettre l'État devant un tribunal en lui disant qu'il ne fait pas son boulot, qu'il ne fait pas son boulot pour faire accéder aux soins pour donc permettre l'accès aux soins de la population dont il a la charge. Il y a un code de la santé publique dans lequel il y a des articles qui précisent le devoir de l'État face à ces problématiques de santé. Ces devoirs ne sont pas respectés et donc on a prévenu déjà, c'est comme avec les enfants, on les a prévenus en juillet qu'on allait se fâcher. On l'a posé au ministère chez le Premier ministre et au ministère de la Santé un document leur disant qu'on allait bientôt les attaquer en justice. Ils n'ont pas réagi, ce qui signifie qu'on est passé à la phase suivante et que le 2 novembre a été déposée au tribunal administratif de Paris une plainte, une requête en contentieux, ça s'appelle, contre l'État pour que, comme dans les actions contre le climat dont vous avez peut-être entendu parler, il soit repéré la responsabilité de l'État et que l'État répare ces éléments et qu'il réponde aux injonctions qui sont faites à travers cette action en justice. Ça va prendre du temps, mais c'est au niveau du besoin. L'autre action à laquelle on participe avec le démarrage avec Alice et Entraide, c'est aussi la participation à une action dont vous entendez parler de temps en temps en ce moment, qui est avec des collectifs interhospitaliers, pédiatriques ou pas pédiatriques, puisque là, on a pu, malheureusement, si j'ose dire, on a été confronté à la réalité malheureuse de l'indigence des services de pédiatrie en France face à une arrivée d'une épidémie de bronchiolite qui certes est un peu plus forte que d'habitude, mais qui est attendue, comme dans ma Bretagne, les tempêtes sont attendues tous les ans, et ceux qui disent que leur bateau a été abîmé par la tempête, eh bien, ils oublient de dire qu'il avait mal entretenu. Et si on dit que les services sont débordés par la bronchiolite parce qu'elle est très forte cette année, c'est surtout que les services ont été très mal entretenus et qu'ils n'ont plus du tout les moyens de faire ce que nos politiques disent toujours des soignants, ils vont tenir. Parce qu'on est là pour tenir. Évidemment qu'on ne va pas les laisser tomber, les gamins. Enfin bon,
Mais sauf qu'il y a des moments où on n'a pas les moyens de faire du travail de qualité et c'est devenu quelque chose qui est de l'ordre de la maltraitance vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents et vis-à-vis des soignants. Et je pense que cette action-là, elle n'a pas fini de faire parler d'elle parce que de toute façon, l'hôpital est en train de s'écrouler peu à peu. Et ce genre de coup de boutoir de la bronchiolite ne fait que révéler mieux ce qui se passe. Alors, évidemment, l'AJD n'a pas une mission de syndicat, elle n'est pas là pour... mais elle s'est associée avec donc 3 autres associations de patients à ces collectifs interhospitaliers pour dire oui, il faut absolument qu'on puisse avancer dans ce bazar qui est devenu l'hôpital en France. Voilà. Et à ce sujet, on est souvent interpellé par les médias actuellement parce que justement, ils s'emparent un petit peu du sujet. On a besoin de familles qui peuvent témoigner sur des reports. Ce n'est pas pour mettre en cause l'hôpital, parce qu'on sait que les services hospitaliers font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais pour justement interpeller les politiques qui font un peu la sourde oreille, voire qui nient le problème. Donc si vous avez des témoignages à nous apporter, vous pouvez venir soit prendre contact sur le stand avec Entraide, soit nous envoyer un mail. Enfin, voilà. On est demandeur de témoignages. Parce que nous, à titre personnel, on est bien suivis, mais on veut pouvoir se faire les défenseurs de tout le monde. Voilà. Merci.